Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. L'Indre-et-Loire élit son nouveau président. Jean-Gérard Pommier succède à Jean-Yves Coutot. Vote ce matin des conseillers départementaux lors d'une session d'installation largement marquée par le souvenir de celui qui avait conquis la présidence il y a moins d'un an. Plus de 160 000 € par an, c'est le coût du nettoyage des déjections canines à Tours. Un coût bien trop important pour la municipalité qui a décidé de réagir en créant une brigade canine. Et puis la fronde contre les compteurs intelligents. Il y avait Linky pour l'électricité, l'eau aussi est également concernée. Les locataires d'une résidence à Tours se sont rebellés. Ils ont refusé l'installation de ces compteurs en raison des ondes qu'ils dégagent. Sans surprise, le républicain Jean-Gérard Pommier élu président du conseil départemental d'Indre-et-Loire ce matin, en remplacement de Jean-Yves Coutot, décédé en début de mois des suites d'un cancer. Jean-Gérard Pommier était le premier vice-président, celui qui a assuré l'intérim ces dernières semaines. Ses premiers mots de président sont allés bien sûr à Jean-Yves Coutot, dont il a salué le courage et l'action à la tête de la collectivité. Le budget 2016 sera son budget, a-t-il dit. Jean-Gérard Pommier qui souhaite donc s'inscrire dans la continuité. Le nouveau président qui a fait le plein des voix de son camp, 30 voix, 8 votes blancs venant de l'opposition. Il était le seul candidat après l'élection interne au camp de la droite et du centre. Le centriste Pierre Louot devient le nouveau premier vice-président et à noter l'entrée du républicain Fabrice Boigard, suppléant de Jean-Yves Coutot. Il deviendra directement vice-président en charge de l'administration. Réaction de Pierre Louot et de Martine Chéniaud. Le temps des élections est un temps nécessaire dans un débat démocratique. Donc ça doit se passer, sinon si on ne le fait pas à ce moment-là, il n'y a plus de démocratie. Donc ce débat a eu lieu et aujourd'hui, le département de la Touraine, de l'Indre-et-Loire, attend une équipe solide qui va faire avancer le département. Et voilà, c'est mon engagement aux côtés du nouveau président. Moi j'ai travaillé avec lui pendant les mandatures précédentes. Je crois que, comme on le disait pour Jean-Yves, la fonction fait l'homme et que peut-être ça va le libérer un peu de ce que les gens considèrent comme une certaine réserve ou une certaine froideur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on connaît l'homme. Je pense qu'il saura, de toute façon c'est son rôle, rassembler et faire en sorte que le département puisse continuer à avancer. Session marquée, je vous le disais, par l'émotion après le décès de Jean-Yves Coutot. Session qui a débuté par une minute de silence observée par les 38 conseillers départementaux et par l'assistance. Dans l'assistance, justement, Claude Greff, Frédéric Ogis et puis Philippe Briand, que l'on va écouter tout de suite. Je suis content pour le conseil départemental, content pour lui, mais on a au fond du cœur le sourire de Jean-Yves et je crois qu'on est tous très touchés. C'est une jolie succession. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et Jean-Gérard Pommier a été très présent auprès de Jean-Yves dans des moments difficiles de sa maladie. Je le rencontrais souvent à l'hôpital et il faisait un job de premier vice-président sans jamais remplacer le président, mais toujours en l'accompagnant du mieux possible. Autre titre de l'actualité ce soir, un gouffre financier, ou presque, celui du traitement des déjections canines. À Tours, un habitant sur 8 possède un chien, et des chiens qui coûtent cher à la collectivité, plus de 160 000 € pour nettoyer leurs déjections. Trop pour la mairie qui a décidé de sévir. Aurélie Renaud. Le Val-de-Loire, c'est le jardin de la France et Tours n'est pas en reste. Rien que dans notre ville, nous pouvons bénéficier de 73 parcs et jardins. Un vrai poumon en Indre-et-Loire, et pourtant... Petite expérience sur les bords du Cher, nous sommes dans le quartier des Deux Lions, lieu privilégié pour les balades et le jogging. Sur ces quelques mètres carrés de pelouse, nous effectuons un comptage. 12 déjections sur quelques mètres à peine. Un demi-tour avec notre caméra, c'est un peu moins, 9 crottes de chien. À Tours, il existe un règlement d'hygiène et d'environnement. L'article 13 précise qu'il est interdit de laisser des déjections canines sur l'ensemble du domaine public. Prix du procès-verbal, 38 €. Mais très peu d'amendes sont dressées, aucune en 2014. Car ce qui prévaut, c'est le flagrant délit. Cependant, une nouvelle brigade va s'attaquer au problème.
Évidemment, souvent, on a eu le cas encore pendant les vœux des 18 quartiers par le maire de la ville de Tours, où beaucoup de personnes nous se plaignent de cela en expliquant les déjections canines, on en a marre. Alors la nouvelle municipalité, évidemment, s'est engagée, mais s'engage, à compter du mois d'avril, à avoir un corps d'ASVP, agents de surveillance au public, qui feront à la fois du stationnement, tous les stationnements évidemment qu'on peut connaître, mais aussi toutes les autres incivilités, et notamment les déjections canines. 6 scooters sillonnaient la ville de Tours, les fameuses motocrottes. Restriction oblige, il n'en reste plus que 3 qui effectuent plus de 32 000 km par an, privilégiant bien sûr l'hypercentre. Ça coûte à la collectivité 142 000 € à l'année. Donc c'est pas une petite somme. Avec cette somme-là, on pourrait faire bien des choses. On pourrait mettre des panneaux solaires sur les groupes scolaires. On ajoute à cela quelques chiffres, 70 multiplié par 325. 70, c'est le nombre de distributeurs sur la ville de Tours et 325, c'est son prix à l'unité. On ajoute 3 500 € de sacs plastiques, il faut bien renflouer les distributeurs. Au total, le prix de la gestion des crottes de chiens à Tours est d'environ 169 000 € par an. Et voilà donc pour ce reportage d'Aurélie Renaud. On vous a souvent parlé de cette fronde autour du compteur Linky, le compteur intelligent de RDF. La fronde continue avec la formation d'un collectif tourangeau pour s'opposer à son installation. Mais vous allez voir que Linky n'est pas le seul compteur intelligent qui suscite l'opposition des particuliers. Le gaz, mais aussi l'eau sont concernés. À Tours, les locataires d'une résidence, avec l'appui du bailleur, se sont opposés à la pose de ces nouveaux compteurs au motif des ondes émises lors de son fonctionnement. Romain Delville. Les locataires de cette résidence de la rue Verte à Tours ont refusé l'installation de compteurs d'eau dits intelligents. Ils ont obtenu gain de cause pour l'instant. Tout a commencé avec l'affichage la semaine dernière de la pose prévue hier et aujourd'hui de compteurs à fréquence radio. Un gain de temps pour celles et ceux qui relèvent les consommations des particuliers, un gain de productivité indéniable pour l'entreprise, mais des radiofréquences qui inquiètent les habitants de la résidence. On est 3 locataires à s'être renseignés un peu sur ces compteurs-là. On a très vite rencontré l'association Robin des Toits qui nous a informés sur les conséquences, entre autres sur la santé. Et donc suite à ça, nous étions donc 3 à réagir et à se dire qu'on n'était peut-être pas obligés d'avoir ces compteurs. Très vite, une pétition est lancée parmi les locataires qui met en avant un principe de précaution. Tous la signent, hormis une personne. Stéphanie, une voisine, a tout de suite été sensible à la démarche. Quand on côtoie des gens qui sont malades à cause de ces fréquences-là, évidemment, on n'a pas envie que ça arrive à nos proches et puis aux personnes qui nous entourent. Avec la collaboration du bailleur récipiendaire de la pétition, les nouveaux compteurs d'eau ne sont donc pas installés. Mais les voisins restent vigilants, les travaux ne sont que suspendus. On s'arrête maintenant sur un dispositif d'aide à l'emploi des artistes, le GIP, le groupement d'intérêt public Café Culture, expérimenté en Pays de la Loire. Il est étendu depuis 2015 à l'ensemble du territoire français. Un principe simple, une collectivité met de l'argent dans un fonds, dans le fonds. Cet argent sert ensuite à financer un concert, une soirée où des artistes sont embauchés. La ville de Tours vient de mettre 10 000 €. Objectif, soutenir l'emploi et lutter contre le travail au noir. Sabrina Melout. Deyane est propriétaire d'un bar dans le Vieux-Tours. Le dispositif Café Culture, il le connaît bien pour l'avoir utilisé 4 fois depuis son lancement à Tours il y a plus d'1 mois. Un moyen pour lui de respecter et de mettre en valeur le travail des artistes. Moi, disons que j'ai toujours un budget global d'à peu près 300 € pour mes concerts. Et là, du coup, ça permet de faire vraiment un exemple. Le dernier concert que j'ai eu, un groupe de 4 musiciens, ils ont tous eu un cachet, donc ça s'élève aux alentours des 600 €. Mais grâce au GIP qui nous aide et qui rembourse 49% de ce budget global, eh bien, ça permet à tous les artistes d'avoir un cachet plein. Si le dispositif séduit de nombreux établissements, c'est justement grâce à l'avantage financier qu'il présente. Si un hôtel, un café, un restaurant emploie un groupe d'artistes pour se produire sur sa scène, la mairie de Tours prend en charge 26 à 65% de cette masse salariale. La mairie qui a choisi d'investir pour cette première année 10 000 €. Mais le groupement d'intérêt public Café Culture décide seul de donner suite ou non aux demandes des établissements qui doivent remplir 3 conditions. La conformité à la convention HCR, une capacité n'excédant pas 200 places et l'obligation de déclarer les artistes auprès du guichet unique, le GUSO. Un moyen de protéger les artistes.
Il y a beaucoup de travail au noir, beaucoup d'artistes qui sont payés dans les cafés donc au chapeau avec des très bas revenus. L'idée donc est de tirer plus vers un emploi salarié légal. Ça nous protège, ça nous donne des arguments. Parce que c'est toujours le nerf de la guerre, l'argent pour les gens. C'est, comme je vous dis, un levier de négociation pour nous qui n'est pas négligeable. À voir à l'usage si ça marche bien ou pas. Mais la lutte contre le travail illégal n'est pas la seule ambition du GIP Café Culture. C'est de l'aménagement du territoire sur une problématique de dynamique de territoire et de lieux de proximité qui, à un moment donné, jouent un vrai rôle sociétal. Un défi également pour le syndicat Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, qui doit convaincre certains établissements encore frileux de déclarer des artistes et de multiplier les spectacles vivants. Si j'embauche par exemple 3 artistes et un technicien, j'ai 49% de la masse salariale qui peut être remboursée. Tout ça pour attirer donc une nouvelle clientèle dans leur établissement. À ce jour, 14 collectivités ont adhéré au GIP Café Culture, qui enregistre depuis sa création en juin 2015 2243 cachets aidés. Opération ménage de printemps avant l'heure chez Pinder. L'entrepôt historique de Monnet va être vidé. À l'intérieur, des vieux camions, des caravanes, des semi-remorques qui ont transporté clowns, dresseurs et acrobates depuis l'après-guerre. C'est actuellement le grand nettoyage. Sur place, Amanda Breuer et Vera. Garde-les, pense à moi, garde-les. Moi, un jour, je ferai quelque chose avec ça. Oui, mais où je vais les monter? On les met au château quelque part. Dilemme chez Edelstein. Dans ce hangar, 50 ans d'histoire du cirque et tout autant de trésors. Pourtant, la moitié environ devra être détruit, faute de place dans un nouvel entrepôt. Gilbert Edelstein, le PDG du cirque Pinder et propriétaire du lieu, veut vider le bâtiment vétuste pour le détruire, suite à des alertes de la mairie. Le patriarche reconnaît avoir laissé pourrir la situation, mais il est trop tard pour sauver tout le patrimoine. Indiscutablement, le plafond, il faut faire quelque chose. Bon, j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Si je les remets à un autre endroit, je vais de nouveau avoir des problèmes avec les autres mairies. On n'aura pas le temps de tout rénover parce que ça coûte très cher. Actuellement, le cirque, c'est pas un métier facile, donc on n'a pas trop d'argent à mettre pour la rénovation. Dans ce choix cornélien, souvent les souvenirs et l'affect l'emportent. Quand j'avais 14 ans, le petit nain Enrico, il venait avec cette voiture sur la piste. On reparle de Footit et chocolat. Et ben le vrai clown Footit, moi je l'ai connu. Il était ici, ça a été un des premiers qui m'a grimé en clown quand je faisais le clown, quand j'avais l'âge de mon fils à 14 ans. Il me grimait ici, dans cette remorque, et il y avait le petit nain, l'autre petit nain, le clown Enrico, qui dormait lui ici. Il avait sa chambre ici. D'ailleurs, regardez, il y a encore des preuves, des souvenirs. C'était vraiment la caravane des clowns. Hein. Autre clou de la collection, ce Bernard datant des années 60 a appartenu à Charles Spicer, dresseur de fauves et deuxième propriétaire du Pinder. Ou alors ce marmot, camion des GIs utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et converti en utilitaire de cirque. Un patrimoine inestimable pour le fils. Tous ces diamants du cirque, parce que quand on voit des vieux GMC, quand on voit des vieux Marmont, des vieux Bernard et des vieux véhicules comme ça, qui ont eu une histoire avec le cirque, qui ont voyagé de partout dans la France, qui brillaient aux yeux du public un petit peu de partout sur toutes les places en France, et ben c'est un petit peu normal qu'on les retape pour en faire quelque chose. Impossible de savoir pour l'heure combien seront restaurés puis présentés au musée du cirque Pinder, ni combien finiront à la casse, faute de repreneurs. Quant aux 35 000 mètres carrés de terrain, Gilbert Edelstein joue son va-tout avec la mairie de Monnet. Soit elle aide à y installer une partie de son parc d'attractions Pinderland, ou il vend et quitte la commune. Un match demain à Blois au stade Jean-Leroy à 14h, match France-Italie U19. Si on vous en parle, c'est que sur la pelouse, 2 fils de stars de foot qui vont s'affronter, Marcus Thuram et Federico Chiesa, bien sûr fils de Lilian et Enrico, qui avaient évolué ensemble à la fin des années 90 dans le club italien de Parme. Leurs fils, eux, s'affronteront donc demain à Blois. Il a été élu ce matin par 30 voix sur 38. Le républicain Jean-Gérard Pommier, le nouveau président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Nous le recevons dans un instant.